My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Honorine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis comme d'habitude avec Natacha. Bonjour. Mais vous l'avez vu, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, on n'est pas toute seule parce que nous accueillons aujourd'hui notre invitée de marque, Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. On est hyper contente de t'avoir aujourd'hui, déjà parce qu'on est copines, on t'adore, mais aussi parce que on sait que le sujet du jour te tient à cœur, donc on sait que le contenu va être génial. Du coup, avant qu'on parle vraiment du sujet dans lequel on va rentrer aujourd'hui avec toi, est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour nos auditeurs ? Moi, c'est Mathilde. Je suis une vraie Swiftie, assumée, depuis très très longtemps, parce que j'ai découvert Taylor Swift au moment de son premier album et que je suis tombée dans la marmite très très tôt, notamment avec I'd Lie, que j'espère qu'on aura un jour en vrai. Donc dans les autres informations à savoir sur moi, c'est que je suis psychologue. Mon petit truc dans la vie, c'est de citer Taylor Swift à peu près au moins 15 fois par jour, soit à mes proches, soit au boulot, en moyenne à peu près, soit officiellement, soit je glisse des petits trucs et puis ça me fait marrer que moi, parce qu'il y a que moi qui ai la référence. Mais est-ce que des fois des gens ont la référence et tu fais genre « Ah, en fait, on se sait ». Rarement. Alors, que avec vous, quoi. C'est, voilà. Ce qu'il faut savoir avec Mathilde, c'est que son album préféré, c'est Speak Now. Et oui, ça arrive. C'est non, c'est très bien, c'est très bien. Alors, ce qu'on peut peut-être commencer par faire déjà, Mathilde, c'est que tu nous dises pourquoi c'est ton album préféré. C'est mon album préféré parce que je pense que c'est là où je suis vraiment tombée dans la marmite. Enfin, les 2 premiers albums, je les aimais bien, mais je les écoutais moins comme album. J'écoutais vraiment des chansons que j'appréciais. Et là, c'est vraiment l'album en totalité que j'adore. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ce soit un album concept avec cette idée que c'est une lettre adressée à plein de personnes à chaque fois. Les choses qu'elle n'a pas pu dire, et ça, j'ai beaucoup aimé ce concept-là. Et puis en fait, pour moi, c'est l'album le plus... J'ai inventé un mot, mais Tayloresque, parce que c'est un album dans lequel elle est à la fois hyper romantique, hyper délulu. Enfin, je veux dire, elle écrit une chanson d'une rencontre d'un soir de quelqu'un, et puis hop, elle lui fait une chanson entière où elle lui dit « J'étais ravie de te rencontrer, c'était génial ». On voit tout plein d'influences qu'elle a dans plein de trucs. Par exemple, Last Kiss, qui est une chanson qu'elle aurait écrit un petit peu en s'inspirant de Grey's Anatomy. Et elle a écrit tout cet album en l'écrivant dans un journal qu'elle a eu d'une actrice de Grey's Anatomy. Donc en fait, il y a plein de petits trucs. On sait que Grey's Anatomy, elle aime bien vu qu'elle a appelé son chat Meredith. Et c'est un petit truc où en fait, on voit vraiment Taylor telle qu'elle est, je trouve, dans cet album. Et elle se dévoile. Et en même temps, il y a des chansons qui sont tellement drôles ou qui sont tellement 2010, quoi. Better Than Revenge, c'est vraiment genre, voilà, c'est une chanson qui est hyper Taylor en 2010. Les années 2010, c'était quelque chose. Ouais. Enfin, C'était un concept. Il y a le monologue song, je pense qu'il résume bien cette période aussi pour Taylor. Je trouve qu'on apprend vraiment à la connaître en écoutant cet album. C'est pas forcément un album qui a le plus de fame au niveau des fans récents, mais pour autant, ceux qui sont là depuis le début portent Speak Now dans leur cœur avec une place très particulière. Pour mieux aborder le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'était quand même très important qu'on explique pourquoi Speak Now est un album important de la discographie de Taylor, pourquoi il va pouvoir irradier après sur la suite. Taylor, on apprend à la connaître. Elle a explosé vraiment avec Fearless, avec Love Story et You Belong With Me qui étaient sur toutes les radios partout tout le temps. Du coup, elle commence à être reconnue par l'industrie musicale. Elle gagne le Grammy de l'album de l'année avec une palanquée d'autres récompenses. Donc là, ça y est, elle est reconnue par le public, reconnue par l'industrie. Elle va bientôt être aussi reconnue par le marché. Ouais, c'est aussi l'époque où Taylor, elle devient un peu une femme d'affaires. C'est là qu'elle se structure, qu'elle crée 13 Management, donc qui est l'entreprise qui centralise la gestion de sa carrière, sa structure juridique, donc la partie qui gère tous les droits liés à sa musique. Et juste après, en 2011, elle crée sa société de prod. Donc là, elle devient une businesswoman à ce moment-là. Elle est aussi partout avec des partenariats avec des marques. Elle sort son parfum. Vraiment, à ce moment-là, ça y est, elle se structure en ce sens-là. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que sort Speak Now, donc le 25 octobre 2010. Alors, comme tu l'as dit, Mathilde, c'est le premier album qu'elle écrit toute seule. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle était la plupart du temps toute seule dans son tourbus puisqu'elle était sur la tournée de Fearless à ce moment-là. Donc, elle avait personne, entre guillemets, sous le coude pour l'aider à écrire ses chansons. Et puis, la deuxième, on lui a beaucoup reproché sur ses 2 premiers albums de pas écrire toute seule, justement, alors qu'elle avait coécrit la plupart de ses chansons. Mais les critiques étaient assez sceptiques en se disant, c'est impossible qu'elle écrive ça toute seule, qu'elle fasse aussi bien parce que c'est qu'une gamine. Et donc, du coup, elle a dit, vous savez quoi ? J'arrive. C'était l'époque où elle était archi revancharde en fait. Et vous dites que c'est trop beau pour être écrit par une gamine ? Attendez, je vais vous montrer. Je repense à cette vidéo là, tu sais, où elle est à un concert ou une promo, je pense, et il y a quelqu'un qui lui dit I love Better Than Revenge et elle dit Thank you avec un air genre démoniaque, tu sais, c'est tout à fait ça à mon avis. C'est vrai.
Et c'est comme le petit extrait avec les poupées, celle où elle a 2 poupées justement et qu'elle a un peu la Barbie Taylor et la Barbie Joe Jonas. Elle lui fait reste loin de cette poupée parce qu'il va te briser le cœur. Puis dire que la poupée de Joe Jonas, il a même un téléphone comme ça, il pourra l'appeler pour lui briser le cœur. C'était vraiment une période où elle était elle partait dans tous les sens quoi. Ouais, elle était fearless là, vraiment. Genre. Et ça reste un album country, Speak Now, quoi qu'on en dise, mais avec une petite touche de rock qui arrive par-ci par-là. Ce serait grâce ou à cause, on ne sait pas, de l'influence d'une des muses de cet album. Ouais, ça on va reparler un peu après. On retrouve du coup dans cet album 14 chansons, 3 de plus dans la version deluxe, et bien sûr après les Vault Tracks dans la Taylor's version. Ils sont géniales. Qui sont géniales. Mathilde, c'est quoi tes chansons préférées de l'album? Je pense qu'il y a vraiment Haunted qui fait partie de mes préférés. Dear John, parce que Dear John, je la trouve phénoménale. J'ai un peu l'habitude de dire que c'est la première qu'elle a écrite, c'est celle qui nous lance vers All Too Well ensuite. Parce qu'il y a un truc beaucoup plus adulte dans cette chanson et beaucoup plus où elle réfléchit beaucoup plus sur ses émotions. On sait que vers début 2010, Taylor, elle avait écrit environ 25 chansons pour l'album. La tracklist, elle a été finalisée en juin pour que l'album il sorte en octobre, donc ça a été un peu rapide. Ça a été fait l'annonce pendant un live sur une radio, il me semble, de mémoire. Un mois plus tard, en gros, on avait le lead single à l'époque qui était Mean, qui est sorti en fait en catastrophe parce qu'il avait leaké sur Internet. Donc comme quoi, ça date pas d'hier les fuites. Et je sais pas si c'est un truc que vous saviez, moi c'est un truc que j'ai appris il y a pas si longtemps en fait, que Taylor voulait que l'album soit en fait appelé Enchanted. Et c'est Scott Borchetta, via Big Machine Records, qui lui a dit que c'était trop enfantin et que du coup c'était trop dans la lignée de Fearless et que donc il valait mieux choisir une autre chanson pour être le titre de l'album, pour montrer un peu l'album de la maturité en gros. Quelle illustration qu'elle n'ait chanté que Enchanted, la Eras Tour après, si tu dis. Rétrospectivement, tu dis, ok, vraiment, en fait, c'était sa préférée, quoi. Pour une chanson qu'elle écrit pour un gars qu'elle a croisé une fois, 5 minutes dans une soirée. Mais bon, bref, autre sujet. Ouais. Ça en disait long un peu quand même sur son état d'esprit de l'époque, tu vois. C'est que c'était vraiment une jeune fille qui était pleine de contes de fées, plein de paillettes dans les yeux, presque naïve dans le sens innocente, tu vois. Et en même temps, je trouve qu'on peut pas résumer l'album à ça, parce que pour moi, une des phrases de l'album, c'est celle où elle dit ouais, mais en fait, on a des factures à payer. Et du coup, c'est ça que j'aime bien dans cet album, c'est qu'on est vraiment dans ce truc où on passe de l'adolescence où elle est toute mignonne avec des étoiles dans les yeux, à tout d'un coup, elle passe à l'âge adulte et donc elle est entre ces deux trucs elle a envie de continuer à rêver. En même temps, il y a des trucs qui sont réels, quoi. C'est vrai. Dès sa sortie, Speak Now, ça a été un très gros succès commercial. Plus d'1 million de copies vendues la première semaine. Alors évidemment, maintenant, quand on voit les performances qu'elle fait, ça paraît dérisoire, mais à l'époque, c'était fou, hein, rappelez-vous, en 2010. Il n'y avait pas de streaming, donc c'était que des CD, des vrais CD, quoi. Il a été extrêmement bien accueilli par la critique. Même les détracteurs qui disaient que son écriture était parfois un peu trop facile ont salué la qualité du storytelling et la maturité. Donc là, ça y est, on commence à prendre un peu de recul. Par contre, on continue de lui reprocher à Taylor la qualité de son chant et son manque d'assurance dans sa voix. Elle a une voix qui est encore assez jeune sur cet album et on voit clairement la différence entre la première version et la Taylor's version. Mathilde, t'écoutes laquelle toi du coup maintenant aujourd'hui? J'écoute la Taylor's version sauf pour Better Than Revenge. Ok, je prends. Il faudrait qu'elle la réenregistre en version OG. Ouais, mais je pense que justement, elle a voulu changer les paroles parce qu'elle était plus en phase avec cette Taylor revancharde et un peu mesquine. Et ça va dans le sens de l'histoire, quoi. Oui. L'album, évidemment, est plébiscité parce que, contrairement aux autres pop stars de cette époque, Taylor n'est pas sexualisée, elle parle pas de sexualité dans ses chansons, elle reste la petite fille chérie de l'Amérique et elle garde cette image de good girl malgré le succès qui grandit. Ouais, il y a un peu de sensualité, on commence à aborder quelques sujets un peu intimes, mais ça reste très sage, quoi. Même en sortant fin octobre, finalement, ça reste le 3e album le plus vendu en 2010 aux États-Unis et ça, quand même, c'est carton plein. Ouais. Du coup, tu l'as dit, Mathilde, c'est effectivement un album concept avec des lettres qu'elle aurait voulu écrire, des choses qu'elle aurait voulu dire à des gens et qu'elle n'a pas eu l'opportunité de dire en face. Donc, il y a pas mal de chansons adressées à différentes personnes sur cet album. On rappelle que nous, on n'est pas là pour faire du voyeurisme dans sa vie privée, mais en fait, c'est le concept de l'album. Donc, pour le coup, ça fait sens d'essayer de comprendre à qui est adressée chaque chanson. D'autant que quand elle l'écrit, elle est en tournée, elle est loin de tout. Donc ça fait sens de se dire, bah voilà, c'est des choses qu'elle n'a pas facilement eu l'opportunité de dire à ces personnes à ce moment-là, et donc elle les met en chanson. Et on rappelle qu'on est juste après, du coup, la débâcle avec Kanye West. Pour ceux qui n'ont pas les références, on vous renvoie à notre épisode numéro 10. D'ailleurs, c'est le premier album qu'elle conçoit en ayant à l'esprit qu'elle a des détracteurs, ce qui n'était pas du tout le cas sur les 2 premiers albums, finalement.
Donc ça y est, non seulement elle cartonne aux États-Unis, mais il y a aussi un Speak Now Tour qui va faire une tournée mondiale, qui n'est pas juste limitée aux États-Unis. Elle va traverser à peu près 17 pays. Avant l'Eras Tour en 2024, c'est la seule et unique fois que Taylor était venue jouer en France, en mars 2011. Tu y étais, Mathilde? Non. À ton plus grand regret? Ouais, maintenant oui. À l'époque, ça a été un flop incroyable. Environ la moitié du Zénith de Paris était vide. Ils avaient déployé des grandes bâches pour les gradins pour pas que ça se voit. Mais bon, c'était raté. Taylor, elle était un peu vexée. Elle a mis 13 ans avant de revenir chez nous. Je pense qu'on s'est fait pardonner quand même. Ouais, et je dirais que les gens qui l'ont jamais vu peuvent quand même regarder le Speak Now Tour parce qu'on peut le trouver sur YouTube et que ça vaut le coup de le regarder parce qu'elle est quand même très très drôle à regarder. Elle est hyper naïve, elle est à fond et en même temps c'est une super mise en scène. J'aime beaucoup les reprises qu'elle fait dans cette tournée-là. Et c'est rare maintenant de la voir faire des reprises parce que elle a tellement un grand catalogue que du coup elle fait plus de reprises. Hein. Mais ouais, j'aime bien l'entendre chanter d'autres choses aussi. Ça me fait toujours plaisir. Ouais. En même temps, maintenant, quand tu vois que déjà la dernière setlist fait 44 chansons, tu peux pas caler des reprises en plus, quoi. C'est pas possible. Du coup, on l'a dit, on peut bien sûr pas parler de cet album sans parler des influences et des personnes à qui l'album est adressé. Et tu l'as dit, Natacha, on a des touches un peu rock dans cet album qui sont du coup, a priori, on met les formes, hein, attribuées à l'influence de John Mayer. Bien évidemment, voilà, le but, c'est pas du tout de faire du voyeurisme, on l'a déjà dit, mais on sait que c'est une rencontre qui a beaucoup influencé la musicalité de l'album à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que les critiques ont commencé à lui faire remarquer qu'elle était plus une chanteuse exclusivement country et qu'on a commencé à lui dire qu'est-ce que tu fais? Tu rentres plus dans une seule case, ça nous plaît pas. La rencontre avec John Mayer, ça date à peu près les années 2009. Ils ont collaboré ensemble sur une chanson qui s'appelle Half of My Heart pour l'album de John Mayer. Par la suite, ils ont été vus ensemble plusieurs fois, ils chantent ensemble sur scène, mais rien d'officiel. Mais ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est bien sûr la différence d'âge. Alors je dis bien sûr parce que pour moi c'est évident, mais je vous le redis, jamais ça l'est pas pour vous. À l'époque, Taylor, elle a 19 ans et John Mayer, il en a 32. Et donc ils ont 13 ans d'écart. Non mais c'est sûr qu'elle est... Enfin moi je pense qu'il y a eu un signe dans le 13 ans. Elle s'est dit, ah mais c'est sûr qu'on est fait pour être ensemble, un truc comme ça. C'est sûr, parce que quand tu regardes les chansons qu'elle a écrites au début, avant qu'elle écrive Dear John, quand tu regardes Superman ou The Story of Us, elle est complètement in love, la meuf. Il est génial, il est trop beau. Dans Hours, Ouais. elle dit un truc du genre tout le monde désapprouve quoi, mais en fait je sais qu'on est vraiment fait pour être ensemble. Bah oui, bien sûr que tout le monde désapprouve. Il a 32 ans, t'en as 19 quoi. Enfin ma cocotte, c'est normal qu'on désapprouve. C'est problématique. Il l'a sollicité par tweet en la flattant un petit peu, en disant je vois que elle pour faire cette chanson. En gros, je voudrais un peu la nouvelle Stevie Nicks. Donc on sait que Stevie Nicks c'est un exemple pour Taylor et donc il était vraiment dans un truc un peu flatteur pour eux. Et du coup on voit déjà le début de la relation en fait où il lui jette des fleurs. Il y a beaucoup d'interviews à cette époque où il parle d'elle, en parlant d'elle comme une gamine un petit peu innocente qui est en train de faire des petits dessins dans son coin, etc. Donc vous avez un extrait d'une interview comme ça avec Hélène Degeneres où en gros elle dit ah mais il faudra veiller à ce qu'elle reste aussi innocente. Il fait oui bien sûr, genre c'est un peu mon rôle, je le prends comme rôle et puis c'est hyper malaisant en fait comme clip. Ah ouais, j'adore. C'est un truc qui met vraiment très mal à l'aise. Et puis il y en a plein d'autres où il va dire ouais j'étais pas sûre que ce soit elle qui écrivait, un peu comme tout le monde dans le discours public quoi, qui disait c'est pas elle qui écrit vraiment. Et en fait il dit bah en fait si c'est elle qui écrit vraiment, elle est hyper talentueuse. Mais il était vraiment tout le temps dans la flatterie. À chaque fois qu'il parle d'elle à cette époque, il est dans une flatterie énorme. On sait que c'était une grosse inspiration pour elle, donc on doit se douter qu'en fait il y avait une relation à un moment déséquilibrée dans leur relation quoi. Ouais, j'ai déjà un goût de vomi dans la bouche là. Et petite info importante aussi pour la suite de l'épisode, c'est que le clip de leur chanson a été enregistré dans une église. Voilà, je place ça là. Sur Speak Now, a priori, plusieurs chansons, comme tu l'as dit Mathilde, semblent parler de lui. La plus évidente, ce serait Dear John. On en a parlé assez longuement sur notre épisode sur la piste 5. Et ce qu'on sait aussi, c'est que 2 ans après la sortie de l'album, donc en 2012, John Mayer, pour le coup, il change totalement de fusil d'épaule. Il se dit humilié par la chanson dans une interview. Il est 6 pieds sous terre face à Taylor Swift. Et bien sûr, Taylor, elle, répond par interview interposée que il est bien présomptueux de penser que la chanson parle de lui, qu'elle a jamais confirmé quoi que ce soit, et que en gros, s'il le prend pour lui, c'est qu'il a des trucs à se reprocher. Et elle a raison. Dear John, c'est un peu la chanson sur laquelle tous les critiques de l'industrie s'attardent pendant la sortie de l'album. C'est la première fois que Taylor s'attaque à quelqu'un de très très influent dans l'industrie. John Mayer, à l'époque, c'est un carton plein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sa chanson Say What You Need to Say, elle était partout en radio. Moi, je me souviens avoir été aux États-Unis en l'été 2008 et je l'entendais tout le temps.
Celle-là et Jason Mraz, c'était partout. Donc, il était hyper connu, il était reconnu en tant qu'artiste, en tant que musicien. Vraiment, il avait une position musicale qui était très, très importante. C'est vrai qu'en France, je ne sais pas s'il a eu un très très gros succès. Et replaçons en effet dans le contexte des États-Unis où à ce moment-là, c'est une superstar ce mec, quoi. Et du coup, il va lui répondre. En 2013, il va lui écrire la chanson qui s'appelle Paper Doll, supposément adressée à Taylor. Bien sûr, on n'a jamais eu d'officialisation. Ce serait une réponse à sa manière à Dear John. Chanson qu'il a jouée le week-end après l'annonce de la rupture de Joe et de Taylor. Au début du Eras Tour, il avait joué la chanson qu'ils ont coécrit ensemble. Donc, en fait, il continue un petit peu à surfer sur les liens qu'on peut faire entre lui et Taylor. Alors, il y avait eu d'autres liens aussi avec Taylor et John Mayer. C'est-à-dire qu'à un moment, John Mayer était sorti avec Katy Perry. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Et comme il y avait un peu un feud avec elle aussi, je pense que ça a rajouté sur cette histoire de nous n'aimons pas Taylor Swift. Bon, maintenant, depuis, a priori, tout a l'air d'aller au mieux avec Katy Perry, de ce qu'on en voit en tout cas. Pendant une grande période, c'était un élément qui les séparait bien. Et puis du coup, il y a une question sur laquelle j'étais passée, mais il n'y a pas de conclusion. Il a écrit une chanson en 2021 qui s'appelle Shouldn't Matter But It Does. Et puis il y a des paroles qui pourraient faire un lien quand même avec Taylor. Alors a priori, c'est plutôt une chanson qu'il aurait écrit justement à destination de Katy Perry. Mais à un moment, il dit You should come clean. You should been sad instead of being fucking mean. Et du coup, il y a des petits trucs qui font un petit peu écho quand même à des chansons Taylor. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui se demandaient si c'était pas un truc un peu à double lecture, qui jouait pas un petit peu sur les paroles qu'elle a pu avoir justement dans Dear John, où elle dit should have known. En fait, tout est possible, surtout qu'en fait, si on reprend depuis le début, même le simple fait qu'ils aient eu une relation amoureuse n'est que pure spéculation. Il n'y a jamais rien eu de confirmé. Alors évidemment, aujourd'hui, ça paraîtrait dingue de se dire que c'était pas le cas. N'empêche qu'ils n'ont jamais confirmé ni l'un ni l'autre. Aussi parce qu'il y avait cet écart d'âge qui était énorme et que forcément, ça aurait été archi mal vu de confirmer. Mais n'empêche que, en fait, tout ça n'est que de la spéculation finalement. À l'époque, elle confirmait tous les gens avec qui elle sortait. Elle a confirmé Taylor Lautner pendant le monologue song. Joe Jonas aussi, pour la façon dont il lui a brisé le cœur, donc ça, voilà. Ouais. Mais je pense qu'à partir de là, elle n'a pas confirmé en fait. Je pense que ça a été un peu le point de bascule justement, où elle a arrêté de nommer vraiment les gens, parce que tu vois, même dans le premier album, elle nomme Steven, elle nomme Drew. Je veux dire, il y a les noms dans les chansons. Et en fait, à partir de Speak Now, elle arrête de le faire. Sauf Enchanted ou non. Le message secret de la chanson, c'est le prénom du mec de Hot Oui, City. mais ils n'étaient pas ensemble. Enfin, ils n'étaient pas ensemble. Et puis, je veux dire, il faut avoir le CD physique pour pouvoir le voir. Oui. Bon. Qu'est-ce que, pour toi, il faut retenir, Mathilde, de cette chanson sur Dear John pour comprendre bien ce dont on va parler après? Qu'on voit, en fait, on commence à percevoir la manipulation qu'il y a dans la relation et la relation de déséquilibre qu'il y a. Parce qu'elle va dire que à chaque fois qu'elle l'a au téléphone, elle sait pas quelle version elle aura de lui. Donc ça donne un truc un petit peu insécure quand même dans la façon dont elle appréhende la relation. Qu'elle dit qu'on est toujours sur ton jeu d'échecs et que je sais jamais trop si tu vas changer les règles. Et donc on voit vraiment que c'est une relation qui était au final qui était pas saine quoi par rapport aux autres chansons qu'elle a pu écrire soi-disant sur cette relation où elle est full in love. Là il y a vraiment un truc où elle est en train de réaliser qu'en fait c'est pas du tout un truc sain et pas du tout un truc équilibré dans lequel elle pouvait être qui elle voulait être, mais qu'il fallait qu'elle s'adapte à ce que la personne en face d'elle attendait d'elle. Et puis l'autre truc qu'il faut retenir quand même, c'est cette phrase où elle dit « j'aurais dû savoir ». Le « j'aurais dû » qu'on retrouve pas ensuite. Et bien justement, cette parfaite transition, nous arrivons à l'analyse de la chanson que Mathilde a choisie, qui est Would Have, Could Have, Should Have, de l'album Midnights en 2022, qui est donc une chanson surprise. Alors je dis surprise parce qu'on s'y attendait pas au départ. La chanson est arrivée sur la version 3 AM, donc celle qui est sortie 3 heures plus tard. Bien évidemment, c'est la piste 19, et ce n'est pas un détail anodin. Vous l'avez bien compris, hein, on l'a dit, elle avait 19 ans au moment où ils ont eu leur supposée relation. C'est une collaboration Taylor et Aaron, comme ils savent très bien le faire, et c'est terriblement efficace. Aaron, il a dit de cette chanson que c'était la chanson la plus aboutie qu'il ait jamais écrite. Ah ouais. Et je trouve que c'est quand même une sacrée reconnaissance pour cette chanson quand il dit ça, quoi. Sachant qu'il en a écrit des vraiment très très bien. Moi, je trouve que musicalement, alors c'est mon interprétation, mais vous me direz après si vous me suivez là-dessus, on y retrouve quand même quelque chose d'assez pop, avec deux instruments qu'on entend très facilement et très bien. C'est la guitare, avec ses riffs de guitare électrique. Donc on en a parlé, c'est vraiment la signature de John Mayer, il est connu pour ça. C'est déjà des riffs qu'on entendait dans la chanson Dear John. Comme une tâche de fond, en plus de ça, on entend cette batterie qui rythme la chanson et qui donne, je trouve, une sensation d'angoisse. On a toutes les deux fait oui de la tête quand elle dit. Et avec la respiration aussi. On entend Oui. vraiment ce truc de respiration très saccadée qu'elle a gardé sur la chanson et qui va vraiment avec cette sensation d'angoisse aussi qui l'augmente. À part cette respiration, si on l'écoute comme ça, on dirait quand même une chanson juste
pop bien écrite. Mais c'est vrai que quand on va s'intéresser un peu aux paroles, on va vite se coucher par terre et prendre nos mouchoirs parce que ça on voit. Du coup, justement, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet et qu'on se penche sur le texte, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes de se dire pourquoi reparler de cette histoire maintenant? Pourquoi en revenir à Dear John et à John Mayer en 2022, bien longtemps après la sortie de Speak Now, 12 ans plus tard? Taylor, à ce moment-là, elle est dans une relation complètement différente, qui a priori est stable et en tout cas de longue durée. Elle a dépassé, par contre, l'âge qu'a John Mayer au moment où elle l'a rencontré pour la première fois à 19 ans. Donc, on peut se dire aussi que peut-être elle a l'âge qu'il avait à ce moment-là et du coup, elle voit les choses différemment, elle remet des choses en perspective. Si c'était l'inverse aujourd'hui, et si moi, aujourd'hui, à 32 ans, je draguais un gars de 19, est-ce qu'on trouverait ça normal? Et il y a aussi ce côté, tu sais, quand tu vis des traumas avec certains âges qui sont définis, un décès, une relation abusive, le fait de dépasser cet âge-là, ça permet de reprendre un peu le contrôle de la narration. Qu'en penses-tu, Mathilde? Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte quand même sur à quel moment est-ce que ça a été écrit, c'est que cette chanson elle a été écrite au moment des Grammys en 2021, où Taylor était en isolement, en confinement avec Aaron Dessner pour préparer les Grammys justement, et que qui performait aux Grammys en 2021, il y avait John Mayer aussi. Et donc peut-être qu'aussi le fait de l'avoir revue sur scène ou un truc comme ça, et qu'elle était peut-être en train de réenregistrer Speak Now, ou du moins d'y penser, ça a fait plusieurs trucs où elle s'est dit, en fait, il faut que je tire un trait sur cette histoire pour pouvoir passer à autre chose ensuite. En effet, je pense que c'est une chanson qui est écrite bien après, avec la maturité des années qui sont passées. Et donc, ça peut pas être une Volt track de Speak Now parce qu'elle l'a pas écrite dans le même contexte, quoi. Et puis je pense qu'il y a un truc qui s'est passé aussi depuis Speak Now, entre Speak Now et Midnight, c'est qu'il y a eu le procès là en 2017 pour attouchement qu'elle a pu vivre avec ce DJ. Et du coup, dans le procès, elle disait vraiment que elle allait pas laisser les autres tenir un discours sur elle. Et elle se met dans cette position où elle sort d'une position un petit peu de j'ai ma responsabilité, mais plutôt c'est de ta faute et je vais continuer à dire que c'est de ta faute. Moi, je n'ai rien fait et c'est de ta faute. Et pour moi, c'est un peu ça dans la chanson. C'est aussi, elle remet la responsabilité en disant mais moi j'étais une gamine et puis en fait c'est toi qui as tout fait, quoi. C'est vrai que c'est un événement important dont Taylor Swift parle peu, dont je crois pas qu'on ait parlé jusqu'à présent sur le podcast. Mais en effet, elle a gagné ce procès pour attouchement contre un DJ. Il y a plein d'articles sur le sujet, mais en gros, il aurait eu des gestes déplacés lors d'une séance photo sur un tapis rouge. Et elle a gagné le procès pour $1 symbolique. En fait, elle s'en foutait de l'argent, elle voulait juste être entendue comme étant une victime. Et elle en parle, non, pendant le Reputation Tour? Oui, tout à fait. C'est vrai. Elle en parle dans la version qui est filmée. Elle parle de sa victoire au procès. Et à ce moment-là, elle chante Clean, d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'en effet, ça peut être un événement marquant qui fait que sa perspective a vraiment changé sur les faits et sur sa supposée relation avec John Mayer. Et qui fait que, comme tu l'as dit, Mathilde, elle se rend compte que c'était lui l'adulte de la relation. Et c'était à lui de prendre ses responsabilités vis-à-vis d'elle. Et c'est pas elle qui est fautive. Ouais. Ça va être la doctrine qu'on va étayer. Moi, c'est un peu le bilan de la chanson quand même. C'est vraiment une chanson qui sent le regret. Vraiment, on parle de ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait dû se passer, ce qu'on aurait voulu qu'il se passe, plutôt que juste ce qui s'est passé en fait. Et c'est assez difficile. C'est une très très belle chanson. Je me souviens avoir vu des compilations. Je sais que toi, Honorine, tu regardes pas, mais des compilations de créateurs sur YouTube qui réagissent à cette chanson quand elle est sortie. Et genre, les gens sont au fond du trou quand elle arrive sur le pont, à juste titre. Genre, les gens sont tous là en mode ah ouais, on n'y était pas du tout, quoi. Dans les autres trucs que je me suis notée, et qui vient pas forcément dans le déroulé de la chanson, mais c'est plutôt sur Aaron, justement. J'avais lu un truc où il disait qu'il aime bien les mélodies. Je crois que c'est dans le livre de Morgane Giuliani, où elle dit, elle parle un petit peu de lui, et il dit qu'il aime bien les mélodies qui sont plutôt méditatives, un peu comme certaines prières et des musiques qui se répètent. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir cette approche aussi de sa musique, la façon dont il caractérise sa musique, parce que c'est ce qu'on retrouve dans la chanson aussi. Et on va voir qu'en fait, il y a énormément de références un peu religieuses dans cette chanson aussi. En fait, on la retrouve déjà dans la structure de la chanson. Du coup, Mathilde, en effet, tu l'as dit, il y a énormément de références religieuses dans la chanson. C'est vraiment un peu un des fils rouges qu'on a dès le premier couplet où elle parle du poison. If you tasted poison, you could have spit me out at the first chance. L'idée que si elle avait été mauvaise pour lui en tant qu'adulte, il aurait dû se protéger et la recracher, littéralement. Mais cracher le poison, c'est du coup la référence biblique de Adam qui croque dans la pomme et qui aurait dû recracher la pomme, quoi. Adam qui croque dans la pomme parce que sa femme, Ève, lui avait dit de croquer dans la pomme. Donc c'était déjà la femme. C'est la faute de la femme, de toute façon. Voilà. La femme est fautive depuis le début, c'est bien connu. Mais elle remet la responsabilité comme ça dès le début, en fait. Parce que ça lui permet de dire, ok, si tu penses que j'étais le fruit défendu, t'aurais pas dû venir vers moi. Donc déjà, c'est ton rôle, en fait. Si t'avais cette pensée-là, t'aurais pu te dire, ok. Enfin, elle remet la responsabilité en lui disant, voilà, tu aurais pu cligner de l'œil
et du coup ne pas maintenir cette relation. Ouais, si t'avais cligné, en fait on serait pas rentré en relation parce que t'aurais regardé ailleurs pendant 5 secondes, un peu moins en clignant de l'œil, et en fait ça aurait coupé le truc tout de suite. On serait pas allé plus loin si t'avais cligné de l'œil, et du coup dès les 4 premières phrases en fait il y a le tu qui est hyper important. Mais le si aussi. Ouais, ce qu'on disait, de tout ce qui aurait dû se passer en fait. Et d'ailleurs, après, elle dit If I was some pain, did it splatter on a promising grown man. On retrouve une référence à Dear John, You paint me a blue sky and go back to turning to rain. À Voilà. Coney Island aussi pour moi. Ah ouais, à Coney Island. Ouais, parce qu'elle dit. Did I paint your blue sky, c'est darkest. et en fait, on sait que de toute façon, elle parle des couleurs tout le temps dans ses chansons, et du coup, les couleurs, ça a un lien avec les souvenirs, ça a un lien avec les émotions pour elle. Et juste pour le poison aussi, c'est pas la première fois qu'elle dit qu'elle a un poison, parce qu'il y a aussi la parole où elle dit vas-y, choisis ton poison, je suis un poison dans toutes les situations, quoi. Ah, c'est dans DTPD, ouais, je crois ça. Ouais, c'est un peu plus tard, ouais. Et puis surtout, moi, le fait qu'elle dise promising grown man, c'est carrément antinomique parce que un homme qui est déjà un grown man, donc un adulte, quoi, il est pas promising, il est pas en pleine fleur de l'âge, en pleine ascension, quoi. C'est ça, elle reprend vraiment le narratif qu'on peut avoir dans le cas des agressions. En fait, ce narratif où on va dire oui, bon, ok, d'accord, il a agressé, mais c'est quand même un jeune homme prometteur. On va pas non plus lui entacher son futur à cause d'une action qu'il a fait quand il était jeune. Et en fait, elle retourne la situation, et c'est en ça qu'elle est merveilleuse. Cette phrase, elle est incroyable parce que du coup, elle dit ok, d'accord, certes, peut-être que t'étais prometteur, mais en même temps, t'as quand même commis quelque chose de répréhensible, et moi, je vais te montrer du doigt pour le truc répréhensible que t'as pu faire. On est toujours dans cette idée très ancrée dans le patriarcat que c'est bien la femme qui est fautive et jamais l'homme. C'est toujours la femme qui va après les hommes matures, les hommes mariés, les hommes connus pour leur porter préjudice. Mais jamais l'homme ne pourrait avoir une responsabilité à prendre dans ce sujet-là. Et que donc c'est elle qui vient salir sa réputation et pas l'inverse. Ouais, et puis c'est elle qui, du coup, balance de la peinture sur sa réputation, quoi. Elle le tache de sa réputation, un petit peu comme quand tu donnes un coup de pinceau et tu fais des taches autour de toi, parce qu'elle est en train de nommer ce qu'il a pu faire ou dire, les conséquences que ça a sur sa vie à elle. Alors que c'est quand même lui, l'homme adulte de 32 ans qui sort avec une minette de 19 ans. Eh oui. Eh oui. Et d'ailleurs, elle appuie sur ce point-là juste après, dans les lignes juste après. And if I was a child, did it matter? Le fait qu'elle se qualifie d'enfant et pas d'adolescente ou de jeune adulte qu'on pourrait être à 19 ans, elle se qualifie d'enfant. Elle replace le fait que elle était immature et jeune. Encore une fois, la responsabilité ne lui incombe pas. Mais est-ce que ça comptait puisque tu as pu te laver les mains? Il y a un truc qui est intéressant sur le if, c'est que alors j'ai 2 trucs à dire sur ça, mais il y a la première chose, c'est que dans la structure, en fait, t'as les si qui sont des suppositions, et tout d'un coup le et si qui est pas une supposition parce que c'est un fait, elle était plus jeune. Alors c'était pas forcément une enfant dans le sens enfant, c'était une adolescente, mais c'est le seul moment où elle change un petit peu cette construction. Elle passe d'une supposition dans les faits, j'étais plus jeune. À cette époque-là, elle a connu le succès à 16 ans. Elle n'a pas la même maturité d'une jeune fille de 19 ans qu'on pouvait avoir nous peut-être, parce que elle était dans une bulle tout le temps. Elle n'avait pas forcément le vécu des 4 dernières années que peuvent avoir des gens normaux entre guillemets, avec d'aller au lycée, de faire ses premières études, etc. Donc forcément tout ça, toutes ces expériences qu'elle n'a pas pu réaliser, fait que elle aurait raison de dire que finalement elle était peut-être encore qu'une enfant, quoi. Tout à fait. Mais du coup, je trouve qu'elle ressouligne son âge. En fait, en passant de if à and if, elle ressouligne son âge à fond. Et l'autre truc, et ça c'est un petit peu plus subtil, ou c'est peut-être moi qui me suis pris la tête sur la chanson, dans cette structure de if you, comme on a dit qu'il y avait beaucoup de trucs sur l'imagerie religieuse, en fait c'est une phrase qui fait penser à une phrase de la Bible, qui est une phrase un peu importante dans l'évangile de Saint Jean. En gros, si tu m'aimes, tu vas garder mon commandement. Donc c'est une traduction littérale parce que je l'ai noté en anglais. Pour moi, il y a un truc, je pense que c'est pas tout à fait anodin parce que Midnight, on trouve plusieurs références qui sont des références un petit peu religieuses, qui sont des trucs très subtils. Mais pour moi, voilà, c'est un truc, on sait qu'elle a grandi dans une famille croyante, on sait qu'elle a eu du moins une culture religieuse pendant très longtemps. Pour moi, c'est pas tout à fait anodin qu'il y ait cette structure-là aussi. Si on reprend l'origine de l'expression de se laver les mains, en fait, c'est donc le Nouveau Testament où tout le monde condamnait en fait Jésus-Christ d'être coupable et Ponce Pilate qui l'avait trahi se lave les mains pour illustrer son innocence. C'est ça l'origine. Donc encore une fois, maxi référence religieuse, quoi. Ici, notre John Mayer, il n'est pas tenu responsable d'avoir eu une relation avec une enfant, telle qu'elle se décrit en tout cas. Et c'est vrai que dans Dear John, elle l'a expliqué en long, en large et en travers qu'elle était plutôt jeune et naïve. Et avec le recul, maintenant, elle est capable de dire qu'il y avait vraiment un problème de dynamique de pouvoir dans cette relation qu'elle n'avait pas forcément bien compris au moment des faits où ça se déroulait. Tout à fait.
On arrive au pré-refrain où elle dit All I used to do was pray. Comme on vient de le dire, là, Taylor vient quand même d'un milieu très conservateur. À cette époque, là, quand elle gagne un award, elle remercie Dieu à chaque fois, quoi, parce qu'elle ne fait plus maintenant. Elle reprend cette idée de se dire que j'étais quand même quelqu'un d'assez croyant. Et puis, il y a un autre truc dans The Prophecy d'Anti-Dipidi. Elle dit à un moment, je suis à genoux en train de prier, de vouloir avoir une relation. Et donc, pour moi, en fait, quand elle dit tout ce que je faisais, c'est de prier, on voit à l'époque où elle a connu John Mayer, elle était encore très, très naïve. Et puis, elle rêvait de mariage, elle rêvait de princesse, elle rêvait de tout ça. Je pense que c'est un petit peu une référence. Enfin, moi, c'est comme ça que j'entends cette phrase de tout ce que je faisais, c'est de prier. C'est, en fait, elle priait aussi pour avoir la vie qu'elle imaginait. Donc, pour avoir le prince charmant, elle a toujours été assez romantique. On le voit encore maintenant dans la façon dont elle décrit sa relation. Je pense que c'est vraiment une référence à ça, en fait. C'est avant, je priais pour avoir une relation qui me respecte ou dans laquelle je sois épanouie. Et au final, c'est pas ce que j'ai eu dans cette relation-là, en tout cas. Et d'ailleurs, même maintenant, dans les dernières chansons où elle dit Please God, bring me a best friend who I think is hot. C'est un autre genre de prière, mais c'est toujours une prière. Ouais. Et donc ensuite, après, elle dit cette première phrase, would have, could have, should have, j'aurais voulu, j'aurais pu, j'aurais dû. Donc on est vraiment sur une quantité de regrets phénoménale. Elle revoit vraiment toutes ses actions passées et elle se dit, mais en fait, j'aurais pas dû faire ça, quoi. Mais c'est le seul moment où elle utilise should have. Et du coup, c'est le seul moment où elle se dit, j'aurais dû faire quelque chose différemment. Elle dit j'aurais pu, j'aurais voulu, mais le j'aurais dû, on le retrouve que à ce moment-là. Et il y a aucun moment dans le texte de la chanson où en fait elle se dit ok d'accord j'aurais dû, moi j'ai une responsabilité dans qui a eu cette relation. Et en même temps, elle dit would have, could have, should have. Il n'y a pas de pronom, il n'y a pas de sujet. Donc on ne sait pas si c'est j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais voulu, ou si c'est tu aurais dû. C'est vrai. Oui, parce qu'après, elle dit If you never look my way. Donc on ne sait pas si finalement si c'est elle qui parle ou si c'est lui. Ouais. Et finalement, en gros, le fait qu'elle dise il aurait suffi que tu ne m'aies pas regardé. Enfin, je veux dire, ça tient de l'anecdote, quoi. Je veux dire, juste un croisement de regard et tout ça serait pas produit, quoi. Je trouve que cette chanson, elle me procure une violence, je sais pas, enfin, je reçois vraiment toute l'anxiété qu'elle a sur cette chanson et ça m'émeut toujours énormément quand je l'écoute. Je peux pas l'écouter sans avoir les frissons, quoi. C'est impossible. Ouais, elle est très dure, cette chanson. Elle est magnifiquement belle, mais elle est extrêmement dure. Et on arrive bien sûr à notre refrain. Donc là, c'est elle qui parle pour le coup. I would have stayed on my knees. Donc je serais restée à genoux. Est-ce que rester à genoux, elle est toujours en train de prier? Elle est concentrée sur sa foi? Ou elle serait, oui, c'est le lien avec l'interview pour moi qu'il a eu avec Hélène dans lequel il dit qu'elle était à genoux en train de dessiner dans un coin de la pièce au moment où ils faisaient l'enregistrement de leur chanson ensemble. Pour moi, il peut y avoir un double sens, peut-être qu'elle l'a jamais vu, qu'elle l'a pas entendu, etc. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai entendu et quand j'ai vu cet extrait d'interview, j'étais genre, ok, d'accord, il y a les deux trucs, quoi. Il y a vraiment ce truc de je serais restée innocente, je serais restée un peu une gamine tranquillement en train de dessiner et j'aurais pas joué à l'adulte avec un adulte qui a essayé de me montrer des trucs qui n'étaient pas forcément dans ma maturité à ce moment-là. D'autant que Taylor, elle est passée sur le plateau de Hélène DeGeneres plusieurs fois, donc il y a peu de chances qu'elle ait pas vu cette interview, quoi. And I'm damn sure I never would have danced with the devil. Oui, j'aurais pas dansé avec le diable. Et j'aime bien parce que j'aime bien. Dans cette chanson, elle jure beaucoup. Oui. À plusieurs reprises, et pour quelqu'un qui normalement garde un esprit religieux, elle jure, elle parjure, elle appelle Dieu, etc. Donc ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en elle pendant l'écriture de cette chanson. Cette phrase aussi, il y a beaucoup de D. C'est une allitération en D qui fait un truc hyper saccadé. Et du coup, ça souligne vraiment les mots qui viennent juste après et qui sont à 19 ans, quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment une manière qu'elle a eu d'insister sur j'avais 19 ans. D'ailleurs, John Mayer, il a pas une chanson qui s'appelle genre Friend of the Devil ou un truc comme ça? Je sais pas. Alors, Dance with the Devil, évidemment, on parle pas juste d'une danse, on va faire une petite valse. Dance with the Devil, c'est une expression familière qui veut dire adopter des comportements risqués, imprudents, potentiellement immoraux. And the God honest truth that this pain was heaven. Donc, encore une fois, un autre parjure, à mon sens, mais que cette douleur, finalement, c'était quelque chose de paradisiaque, quelque chose d'incroyable. Pour moi, c'est une des phrases aussi hyper importantes qui montre que par moment, on peut avoir une espèce de confusion quand on repense à certaines relations. On peut parler d'une relation hyper toxique, même si c'est un terme que j'aime pas trop utiliser. Mais du coup, toxique parce que c'était justement un peu du poison. Et en même temps, cette douleur, c'était quand même le paradis parce que cette relation, sur le moment où je l'ai vécue, elle était hyper belle, elle a existé, elle était hyper importante, hyper précieuse sur le coup. Et donc, ça donne un côté très, très perturbant. Enfin, cette chanson, j'en ai déjà parlé avec plusieurs patientes parce que je trouve qu'elle a beaucoup de trucs hyper intéressants et qu'elle permet d'illustrer plein de choses pour parler justement du traumatisme. Moi, je travaille beaucoup avec les patients sur les sensations qu'ils peuvent avoir
avoir dans certaines situations, beaucoup plus que sur le souvenir, parce que le souvenir, tu peux pas le modifier. Il est présent, il s'est engrammé de telle manière dans ton cerveau. Mais par contre, on va retravailler beaucoup sur les sensations qui sont associées. Surtout quand on travaille sur le traumatisme, on remet du sens sur ce qu'on a pu vivre. Et du coup, pour moi, cette phrase, c'est vraiment ça. En fait, elle est en train de nous exprimer ce qu'elle a pu vivre en sensation. Elle est en train de parler de la culpabilité, de la réflexion qu'elle peut avoir sur cette relation qui n'était pas adaptée. Et c'est en ça que je trouve que cette chanson, elle est hyper puissante. Et puis d'opposer le mot douleur et paradisiaque, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, au moment de la sortie de la chanson, elle s'est pris pas mal de backlash sur cette phrase, parce qu'en gros, la plupart des gens ne comprenaient pas que dans une chanson qui parle d'une relation qui était mauvaise, qui était pas correcte, etc., elle arrive quand même à dire que c'était le paradis. Alors que, bah, comme tu l'as dit, en effet, c'est pas parce qu'avec le recul, elle se rend compte que c'était pas bien que sur le coup, elle a pas été heureuse, en fait. C'est ça. Mais il y a eu beaucoup de backlash à ce moment-là sur cette phrase en disant oui, bon, bah, si elle trouvait que c'était le paradis, c'est qu'elle n'a pas été si malheureuse que ça, en gros. C'est une manière de diminuer ce que les gens vivent. Bien sûr. Pour dire qu'en fait, c'est bon, si t'as pas tant souffert que ça sur le coup, c'est que c'est pas très grave. C'est une manière de décrédibiliser les victimes qui est quand même assez courante et assez fréquente. Et ensuite, elle dit « And now that I'm grown », donc on voit bien qu'elle écrit en tant qu'aujourd'hui, avec le recul, « I'm scared of ghosts ». Et c'est marrant parce que du coup, on a l'impression que ses souvenirs, ils la suivent partout. Et que même en tant qu'adulte, elle a peur presque, je vais pas faire une généralité, mais presque des hommes qui ressembleraient comme lui à des mecs bien. Qu'est-ce que t'en penses ? Les fantômes, on les revoit quand même souvent dans sa discographie ou dans les clips. Par exemple, Anti-Héros, il y a les fantômes. Et il y en a un où il y a quelques personnes qui peuvent dire qu'il y en a un qui ressemble un peu à John Mayer, justement. Mais on voit que c'est des trucs qui sont vraiment présents et qui sont, c'est ça, c'est ces souvenirs qui la hantent, ces souvenirs qui reviennent par moments. Et que tout d'un coup, tu sais pas trop pourquoi le fantôme il est là. T'as un truc qui déclenche et t'as le fantôme qui revient à ce moment-là. Et du coup, ça, je trouve ça hyper intéressant qu'elle arrive à se le repérer, à le nommer, quoi. Et donc ensuite, elle continue, elle dit « Memories feel like weapons », donc qui est une phrase quand même hyper puissante. Hein. Les souvenirs, c'est des armes, c'est des choses qui pourraient lui faire mal, qui peuvent la blesser, qui peuvent presque même la tuer. C'est fou de dire ce genre de phrase aujourd'hui. Enfin voilà, en fait, je trouve que globalement, cette chanson, c'est une succession de phrases qui te foutent par terre. À chaque fois que tu en lis une, tu continues, c'est la suite. J'imagine, parfois je me dis, ça a pas dû être facile pour elle d'écrire ça. En même temps, je me dis, on n'en sait rien parce qu'on ne sait jamais vraiment comment elle écrit les choses au moment où elle couche les choses sur le papier. On la voit parfois qui tâtonne avec les mélodies, etc. Mais enfin, moi, je crois pas l'avoir déjà vue vraiment en train d'écrire la chanson. Bah, en tout cas, pas sur des chansons aussi dures. Ouais. À chaque fois qu'elle a partagé des extraits de moments où elle écrit des chansons, c'est jamais sur des chansons aussi difficiles. Et la phrase d'après, quand elle dit « And now that I know, I wish you'd left me wondering », mais celle-là, moi, je creuse ma tombe, quoi. Je veux dire, maintenant que je sais, j'aurais préféré que tu me laisses dans l'expectative, j'aurais préféré ne pas savoir. Putain, mais... Et d'ailleurs, maintenant qu'on a « Ruin the Friendship », qui est la version inverse de la cette, version inverse, ça fait théorie. d'autant plus mal, parce qu'en fait, dans Ruin the Friendship, pour le coup, elle dit « En gros, vaut mieux avoir des remords que des regrets », alors que là, elle dit « J'aurais préféré ne pas savoir ». Mais elle remet la responsabilité. Parce qu'elle dit j'aurais préféré que tu me laisses me demander. Elle lui redit c'est de ta faute, quoi. Et d'ailleurs, elle continue, puisque là, on attaque le deuxième couplet, où elle reprend cette structure. If, and if. If you never touched me, I would have gone along with the righteous. Alors, the righteous, au-delà d'être un groupe de musique des années 60, je crois, c'est ce qu'on appelle les gens bien, les gens qui ont des codes moraux, qui ont les bonnes mœurs, entre guillemets. Donc, on garde cette idée que, voilà, elle prie, c'est une personne bien, c'est une personne fiable, une good girl, quoi, comme on a dit au départ. Je trouve que dans ce deuxième couplet, on voit qu'on bascule un petit peu plus sur le vécu, sur les sensations, sur tous les souvenirs. Là où avant, elle était un petit peu dans des pensées. Et tout d'un coup, là, elle est vraiment dans un truc où elle se met vraiment à ruminer ce qui s'est passé. Elle se met à ruminer toutes les situations. C'est très soutenu par la chanson parce que la chanson, elle est quand même hyper répétitive en soi quand on se concentre un peu sur le texte et sur les mélodies. Et qu'à chaque fois, en fait, ces ruminations, c'est comme si elle part d'un événement et hop, elle nous fait un chemin, elle rumine, elle revient à l'événement central, elle va recheminer et ainsi de suite. Comme si elle était en train de réorganiser l'information, comme si elle était en train de digérer un petit peu le truc et d'essayer d'avancer. C'est un peu la suite des questions qu'elle se pose sur cette situation-là, quoi, sur ce vécu qu'elle a pu avoir. Je trouve que ça fait aussi écho à la manière dont elle parle dans cette chanson, où elle a une voix très grave, où elle est vraiment... on n'est pas dans le chanter, là, on est vraiment dans le parler phrasé, sauf peut-être sur la fin de la chanson, mais globalement, dans les couplets, on est vraiment sur quelqu'un qui parle comme si il fallait qu'elle fasse sortir des choses, quoi.
Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de sensations, mais on a Never Touch Me, If I Never Blushed, donc quand on rougit, donc ça encore c'est une sensation. C'est vrai que c'est deux sensations qui sont propres à un début de relation quand on est avec quelqu'un, qui sont très importants aussi dans la réaction à l'autre. Et d'ailleurs là, elle parle de Never Whispered About This. Donc ça reprend bien l'idée que tout le monde a chuchoté à propos de leur relation parce que c'était des on-dit. Donc ça reprend l'idée que rien n'était confirmé, quoi, et que tout était caché finalement. And if you never saved me from boredom, I could have gone on as I was. Alors ça, c'est vraiment une phrase que j'ai du mal à interpréter parce que j'ai du mal à me dire que Taylor Swift a 19 ans, qui est au plein milieu de son succès, elle s'ennuie. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle a rencontré Hayley Williams, mais la rencontre avec Hayley Williams, c'est quand même sa mère qui a été voir Hayley Williams en disant Taylor, elle a pas beaucoup d'amis. Et pour moi, leur amitié date de cette époque à peu près. Donc, sa mère a été voir Hayley Williams en disant Taylor, elle a pas beaucoup d'amis, vous êtes toutes les deux jeunes. Genre, tiens, je te file son numéro et vous allez devenir potes, quoi. Et en fait, je pense qu'elle s'ennuyait dans le sens où, elle était dans une vie qui était hyper intense, mais en même temps, elle avait pas des trucs de son âge. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça sur l'ennui. Et puis, pour moi, en fait, ça retraduit à quel point cette relation a été déséquilibrée, quoi. Lui, il essayait de lui transmettre quelque chose, il s'est vraiment mis en position d'adulte qui maîtrise le truc, qui va lui montrer les choses, qui va un peu l'initier au monde des grands. Et je pense que c'est un peu la mission qui s'était donnée. Et du coup, c'est un peu ce qu'elle traduit dans cette phrase-là. Enfin, c'est comme ça que je l'ai toujours interprété. Oui, parce que finalement, l'a dit, elle a eu une vie qui n'était pas la vie de quelqu'un de 19 ans de normal. Et donc, en effet, peut-être qu'il y avait une forme d'ennui dans le sens où elle a été projetée très vite dans un monde complètement différent du monde, presque du monde réel, en fait. Et peut-être aussi dans des relations qui n'étaient pas forcément dans des types de relations qu'on peut avoir, on va dire, classiquement. Quand on est une superstar et qu'on vient d'avoir un album of the year dans le Grammys, on peut pas facilement avoir des relations, je sais pas, aller boire un café avec les gens comme on en a envie ou pouvoir se faire des relations. Donc c'est vrai que ça a beaucoup de sens ce que tu disais aussi avec Hayley Williams aussi à ce moment-là. Et peut-être que lui aussi, il a abusé de cette situation où elle s'ennuyait et il le voyait bien. Si la première fois qu'il l'a vue, elle était en train de faire des dessins à genoux, potentiellement c'est qu'elle n'était pas au top de son excitation. Quand on en est à gribouiller sur des papiers, c'est que s'ennuie un peu, quoi. En général, oui. Et d'ailleurs, après, elle le dit, but Lord, you made me feel important. Et c'est ce que tu disais, Mathilde, tout à l'heure, c'est que il l'a fait se sentir importante, il la flatte, en fait, beaucoup. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça, il lui lançait vraiment des compliments tout le temps. Il était tout le temps en train de lui lancer des fleurs, ce qui n'était pas le cas du reste de l'industrie, en fait. Et du coup, elle a dû se sentir hyper importante. Et en même temps, ça a un lien avec la chanson The Story of Us, où elle dit tout d'un coup, surtout pour la phrase d'après, où elle dit t'essaies de nous effacer. Et elle disait pourquoi est-ce qu'on est en train de dire que c'est rien, quoi, notre relation. Oui, mais parce qu'il y avait cette idée qu'il minimisait la chose. Ouais. Et qu'il minimisait ses sentiments, finalement. Pour moi, c'était vraiment du love bombing, en fait, dans la façon dont il l'a abordé. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le lis dans son texte à elle. Et vraiment un truc un peu manipulation émotionnelle, quoi. Ce qui est d'autant plus dur pour elle, de l'autre côté, parce que du coup, elle était complètement gaga de ce type. Encore une fois, on l'a dit, il était partout à cette époque-là, il était hyper puissant. Recevoir l'attention et peut-être même des attentions amoureuses d'une personne comme ça, forcément, ça fait du bien, quoi. Donc l'inverse, si la personne après essaie de vous effacer, c'est terrible. Oui, déjà rien que de la reconnaissance professionnelle, et en plus après potentiellement autre chose, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec le deuxième pré-refrain où elle lui dit « You're a crisis of my faith ». Quelque part, tu m'as fait remettre ma foi en question, quoi. Ouais, pour moi, en fait, il y a un truc où elle était vraiment dans un truc très naïf dans les relations. Les relations, c'est hyper important, c'est hyper central. Il y a quand même le divorce de ses parents qui doit être à peu près à cette époque aussi. Je sais pas exactement quand c'est. Donc, il y a déjà un truc qui se déconstruit sur les relations à ce moment-là, qu'on retrouve dans les autres chansons. On retrouve ce truc un peu anxieux des relations à ce moment-là, qu'on a moins dans Fearless et moins dans Taylor Swift. Et donc, pour moi, en fait, cette phrase-là, c'est vraiment une perte de foi en l'amour et en la confiance qu'elle peut donner aux autres. Comme si elle se met à développer un truc un peu méfiant dans les relations amoureuses. Manifestement, elle a quand même pas appris la leçon parce qu'après, il y a All Too Well qu'elle nous a écrit quelques temps après. Donc voilà, il lui a fallu quelques expériences pour se rendre compte qu'il y a certaines expériences qui sont pas super. Mais du coup, elle montre en fait qu'il a joué avec elle et que du coup, elle l'a pas repéré et elle a perdu sa naïveté. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'interprète. C'est elle a perdu sa naïveté dans les relations. Tout n'est pas magique et tout n'est pas un conte de fées. Pichette. Ouais, mais et donc là, par contre, dans ce deuxième refrain où elle dit « If I'd only played it safe ». Donc là, pour le coup, si seulement j'avais fait attention, si seulement j'avais été prudente. Là, j'ai un peu l'impression que, quelque part, elle se donne une petite responsabilité, quoi. Moi, je trouve qu'elle se donne une culpabilité
quand on bosse sur le trauma avec les patients, justement, on essaie de repérer quand c'est des pensées plutôt en lien avec la responsabilité ou plutôt en lien avec la culpabilité. Et moi, je le perçois vraiment comme un truc de culpabilité à ce moment-là, où elle est en train de se dire, d'accord, ok, je me sens coupable d'avoir vécu la situation, même si je suis pas responsable. Je me sens coupable d'avoir été présente. Mais rappelons-nous, c'est toujours elle l'enfant ici. Clairement. Elle revient après du coup sur un deuxième refrain et on arrive après au bridge, hein, ce pont qui là te fout 6 pieds sous terre si tu n'y étais pas déjà, et où elle dit God rest my soul, I miss who I used to be. The two moon closed stained glass windows in my mind. Donc là, vraiment, les références religieuses, elles sont partout, quoi. Déjà, il y a à nouveau une référence au trauma avec je regrette la personne que j'étais. Ça, c'est la phrase que je pense que j'entends le plus souvent. Ce truc de se dire je voudrais pouvoir être ce que j'étais avant. Et du coup, voilà, c'est en ça qu'en fait, il y a vraiment deux lectures différentes de cette chanson, du moins pour moi. Et de demander aussi l'aide de Dieu pour apaiser son âme, en fait. C'est vraiment d'appeler au divin pour pouvoir essayer de récupérer la personne qu'elle était. Personne d'autre pourra le faire à part Dieu, quoi. Ouais. Après, il y a la référence à la tombe qui se ferme pas, et donc qui peut être une référence soit possiblement à la tombe de Jésus, du coup, où 3 jours après sa mort, elle est réouverte. Donc pour moi, il y a un truc un petit peu qui peut faire référence à ça. Et ensuite, l'autre référence religieuse, c'est quand même les vitraux. Et alors là, je suis tombée dans mon chien trop à moi. Vas-y, on t'écoute. Tu nous l'as teasé tout à l'heure. Donc pour moi, un des chiens trop, justement, avec les vitraux, donc il y en a plusieurs. Il y a le premier, c'est que il paraîtrait que John Mayer, alors déjà vivait dans un appartement qui était une ancienne église et donc avait des vitraux chez lui. Ça, c'est un des premiers trucs sur cette parole-là, à cette époque-là. Deuxième truc, c'est justement qu'ils ont tourné le clip dans une église. Donc voilà, on voit que déjà, les vitraux sont très présents. Mais ensuite, sur le côté un petit peu plus métaphore des vitraux, pour moi, il y a quand même, dans la discographie Taylor, on voit souvent des trucs avec la lumière. On voit quand même beaucoup de choses où elle fait référence à la lumière. Donc, ça a quand même un écho avec ça. Elle fait beaucoup référence aux couleurs aussi. Et donc, pour moi, il y a un truc où on peut se dire, est-ce que dans les vitraux, il n'y a pas un truc de la lumière qui passe à travers les souvenirs, comme si ces souvenirs étaient un peu morcelés? Parce que les vitraux, c'est plein de petits extraits. Donc, c'est comme si elle avait plein de petits morceaux de souvenirs, un peu comme des flashs qu'on peut avoir dans des souvenirs un peu traumatiques. Il peut y avoir le côté un peu figé aussi du vitrail. Là où on a quelques souvenirs qui sont un film, là, c'est un vitrail qui est un petit peu figé. Et les vitraux aussi, ils n'ont pas la même couleur quand tu les regardes et quand ils sont par terre. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était mon dernier truc aussi. C'est que, en fait, c'est l'image que je trouve hyper belle dans ce vitrail. Mine de rien, même si l'image est assez dure, c'est qu'en fait, t'as l'histoire qui est hyper figée quand tu regardes le vitrail, qui bouge pas, qui est un truc qui représente une histoire, parce que les vitraux, historiquement, c'est ça. Ça représente des scènes. Mais en fait, quand tu regardes le sol, eh ben, c'est pas figé, c'est un truc coloré, c'est plein de petits flashs et ça va varier en fonction des périodes de la journée, en fonction de la luminosité qui tombe dessus. Comme si le souvenir ne disparaissait pas, mais comme s'il était au bout d'un moment plus figé comme il était et il se transforme en autre chose. Et ce qui est fou, c'est que derrière, elle enchaîne en disant I regret you all the time. C'est-à-dire que malgré ça, malgré ce changement dans les souvenirs, dans tout ça, elle continue à pouvoir dire aujourd'hui, parce que là, c'est elle qui parle au moment où elle écrit cette chanson, je regrette d'être passée avec toi toute ma vie. Il n'y a pas un moment où finalement, maintenant, je trouve que c'était bien. Et donc, je me dis, mais putain, le mec, il a dû lui retourner le cerveau, quoi. C'est la seule relation pour laquelle elle exprime des regrets. Ouais. Et c'est un lien qui est avec Dear John aussi, où elle dit qu'en fait, elle reste allongée et qu'elle regrette de ne pas avoir écouté tous ceux qui lui disaient de fuir le plus loin possible. Enfin, pour moi, cette chanson, elle l'a écrite en réenregistrant Dear John, c'est pas possible. Elle était en train de se replonger dans le texte, quoi. Parce qu'il y a vraiment plein de petits liens où tu te dis, ok, d'accord, c'est beaucoup trop vif à ce moment-là. D'ailleurs, elle le dit, I can't let this go. C'est-à-dire que avec toutes les années qui sont passées, je n'arrive pas à laisser la chose derrière moi, quoi. Je suis toujours hantée par ce souvenir. Je continue à te regretter quoi qu'il arrive. Je me bats avec toi dans mon sommeil. Je fais des cauchemars. Vraiment un truc où elle revit les scènes en permanence, quoi. Et la plaie ne se referme pas. Il y a cette phrase qu'après, elle dit, I keep on waiting for a sign. C'est quoi, c'est un signe divin encore, là, qu'elle nous demande? Ou alors un signe de lui, je sais pas, un truc, tu sais, qui te permettrait d'aller de l'avant, qui te permettrait de dire, ok, cette relation, elle a été vraie, un peu comme si tu as envie de dire par moment, j'aurais besoin que tu me valides que cette relation, elle a existé pour toi aussi, parce que là, je comprends pas ce qui s'est passé. Ouais, j'entends. Peut-être pour elle, pour l'aider à justement à passer de l'autre côté de son trauma, tu vois. Ouais. C'est marrant parce que j'en parlais l'autre jour avec une amie à nous sur la chanson Closure.
Et justement, Closure, en fait, cette chanson, je trouve que elle a ce côté, tu vois, la personne qui vient te voir et qui essaye de, un peu comme les alcooliques anonymes, tu sais, ils ont leur liste et il faut qu'ils s'excusent, il faut qu'ils fassent le retour de toutes les choses qu'ils ont mal fait pour pouvoir avancer eux dans leur sobriété. Et moi, la manière dont je l'entends cette chanson-là, c'est, en fait, j'ai pas besoin que tu viennes t'excuser, j'ai pas besoin de ta lettre, j'ai pas besoin de tout ça, et pour pouvoir avancer. Et est-ce que cette chanson-là, on pourrait pas l'allier d'une certaine manière à Closure pour essayer d'avoir justement ce moment où elle peut basculer vers avancer dans sa vie sans penser à John Mayer en 2010, quoi. Où là, pour le coup, elle en a besoin. Tu vois, autant dans Closure, elle dit I don't need your closure. C'est ça. Autant là, elle demande un signe, elle demande de l'aide. Ouais. Elle dit pas qu'elle regrette, en plus après dans les paroles, elle dit pas qu'elle regrette la période, mais elle regrette la personne. Et du coup, en fait, elle regrette la personne, c'est hyper dur comme parole, parce que c'est aussi, limite, je regrette que tu existes. Je regrette d'avoir traversé ça à cause de toi. Et c'est pas juste, je regrette de t'avoir connu, c'est vraiment, je te regrette toi, tout le temps. C'est aussi le moment où la respiration est de plus en plus saccadée dans la chanson, où vraiment on sent qu'elle essaie de prendre de l'air. Et donc ça rend cette partie de la chanson encore plus dure, quoi, je trouve. Ouais. On aurait presque l'impression que cette chanson, elle a été enregistrée d'une prise. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'aurais ce sentiment-là que vraiment, qu'il fallait qu'elle vide un peu qu'elle vomisse tout son mal-être. Ouais. Il y a deux autres références religieuses à ce moment-là. Il y a celle des cicatrices qui ne se ferment pas, qui pourrait être une référence un petit peu au stigmate. Donc ça devient un peu précis dans la religion. Mais vraiment des cicatrices qui restent présentes alors qu'elles devraient cicatriser. Troisième couplet, parce qu'on n'en était déjà pas... On était déjà en forme. If clarity is in death, then why won't this die? Donc, parfois on dit que avec la mort, on a des révélations. Et même si leur amour est mort, finalement, elle a toujours pas ces révélations, elle a toujours pas cette épiphanie presque de prise de conscience. Clarity, c'est aussi le titre d'une chanson de John Mayer pour le coup. Donc voilà. Je pense que, peut-être que c'est complètement anodin et peut-être qu'en fait elle s'est inspirée aussi des titres qu'il pouvait avoir. Mais je trouve que là, on revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure sur les ruminations. C'est vraiment le pic des ruminations avec pourquoi est-ce que ce souvenir ne se passe pas, pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'en défaire. Elle est vraiment dans cette boucle de rumination à ce moment-là à fond. D'ailleurs, elle le dit ensuite, des années à se battre, toi et moi. Je vis pour le plaisir d'appuyer là où ça fait mal. Enfin, clairement, là, on n'est pas dans une relation qui est passée. Là, on a encore envie de faire mal à l'autre juste parce qu'on peut, en fait. Tout simplement. Il y a, je disais tout à l'heure que lui, il a chanté des choses en lien avec Taylor au moment où elle a lancé le Eras Tour et au moment où la rupture avec Joe avait été annoncée. Mais elle aussi, elle a eu un truc un petit peu un petit peu mesquin de la part de Taylor. Il a annoncé le début de sa tournée internationale. Elle lui a laissé, je crois, un quart d'heure ou 20 minutes où ça a fait un petit peu le buzz sur Twitter. Et juste après, elle a dit, ah tiens, en fait, je sors la musique vidéo de Lavender Haze ce soir. Alors qu'on savait déjà qu'elle le sortait. Et en fait, elle a vraiment revolé la vedette parce que du coup, on a parlé 15 minutes de Mayer et puis après, c'était parti, on repartait sur Taylor, quoi. Donc, il y a des petits trucs où tu sais pas si c'est tout à fait exprès, mais t'as envie de dire, la bataille, elle est encore présente un petit peu sur les réseaux ou sur la façon dont on parle d'eux et sur l'ombre qu'elle peut lui envoyer, quoi. Dans la chanson, on est quand même à un moment où ça va de plus en plus vite, où c'est de plus en plus saccadé et où, là, pour le coup, on n'est plus en parler phrasé, elle chante vraiment, mais où on va vraiment crescendo en intensité, quoi. Ouais, il y a une dernière référence religieuse, parce que j'ai vraiment été les chercher toutes, avec la bannière. L'image de la bannière, c'est une image qui est dans le Cantique des Cantiques, où il est écrit « Sa bannière se déploie sur moi comme l'amour », ou c'est l'amour, comme l'idée de marquer son territoire. Et du coup, pour moi, c'est une référence aussi un petit peu, où en gros, on arrache un petit peu les bannières qu'on peut avoir, donc on arrache le territoire qu'on peut avoir, mais on arrache aussi le respect qu'on a pu avoir l'un pour l'autre, ou l'amour qu'on a pu avoir l'un pour l'autre. C'est pas joyeux. Non, c'est pas une chanson joyeuse. Et tout ça pour arriver à cette phrase de la chanson. Franchement, elle fait tellement mal à entendre. Parce qu'en plus, non seulement elle fait mal juste dans ce qu'elle veut dire, mais la manière dont elle la chante, elle est tellement puissante. Give me back my girlhood, it was mine first. Là, on sort des ruminations tout d'un coup et on arrive vraiment sur le truc émotionnel. Et donc, je fais encore le parallèle avec le travail thérapeutique, mais pour moi, c'est tout d'un coup, on va passer du moment où on est dans les pensées, dans les cognitions, tout le temps en train de se dire mais pourquoi et tel truc et qu'est-ce que j'aurais pu faire, etc. Et tout d'un coup, paf, il y a l'émotion qui sort d'un coup. Et donc, c'est un côté vraiment, on laisse vraiment la part à la vulnérabilité qu'on peut avoir en soi et qu'un moment hyper important en thérapie et qu'un moment hyper important pour pouvoir travailler sur certaines situations. Et pour moi, c'est vraiment ça que j'imagine en fait quand j'ai cette chanson-là qui passe, c'est de dire paf, t'as cette partie vulnérable là qui arrive et bah génial, on accueille ce qui vient. Mais en même temps, c'est des moments qui sont souvent très très durs pour les personnes, quoi.
Et le fait qu'elle dise It was mine first, pour moi, il y a deux choses. C'est que d'une part, il y a un peu ce côté enfantin. C'est un peu un truc qu'un enfant dirait, genre c'est à moi, tu vois. Je veux pas te prêter mon enfance, c'est la mienne, tu vois. Et puis, le fait qu'elle dise mine, qui est quand même une chanson de Speak Now à la base, quoi. Ouais. Le truc qui souligne vachement cette chanson, le fait que c'est vraiment le point culminant de la chanson, c'est la structure de la chanson, parce que c'est la dernière nouvelle parole qu'elle a dans la chanson, et après elle repart sur des trucs qu'elle a répétés, qu'elle a déjà dit, des répétitions. Et donc ça, vraiment, je trouve que ça donne cette impression de, hop, t'arrives au pic de la chanson, et après on repart sur les ruminations un petit peu. Ouais, on repart sur un refrain et on repart sur une outro où elle répète des phrases qu'elle a déjà dit. C'est vrai, répéter ces phrases qu'elle a déjà dit, bah du coup, ça fait vraiment rumination, ça fait presque un peu prière aussi, tu vois, de répéter comme ça les choses. C'est extrêmement puissant. Cette chanson, elle est d'une beauté. Pas facile, c'est pas une chanson facile. Non. On mettra peut-être un petit trigger warning, je ne sais pas. Voilà, c'est une chanson qu'on aime énormément. C'est un des meilleurs ponts, je trouve, de Taylor. Moi, je rejoins Aaron Dessner, quoi. C'est une chanson les plus abouties qu'elle est. Tu peux rien rajouter, tu peux rien modifier. Elle est vraiment parfaite comme elle est. Ouais, parce qu'en fait, c'est une chanson qui fait tout un cheminement. Tu vois vraiment le cheminement qui se met en place. Dernier truc que j'ai repéré en référence religieuse, en tout, dans toute la chanson, elle va répéter 3 fois la phrase je te regrette tout le temps. Et du coup, pour moi, le fait qu'elle le répète 3 fois, c'est pas anodin le chiffre 3, parce que dans les évangiles, t'as Pierre qui renie 3 fois le Christ. Je sais pas si c'est fait exprès. Je sais pas si elle y a pensé en l'écrivant, mais du coup, moi, je me suis dit que ça a rajouté vraiment une couche à cette imagerie religieuse de ce truc avec un reniement 3 fois d'une personne, quoi. Bah, j'ai du mal à penser que ça pourrait être anodin, la connaissant. Après, je connais pas, j'ai assez peu de connaissances sur l'impact de la religion personnelle. Je pense qu'elle en parle très peu maintenant. Au final, on sait même pas en fait aujourd'hui où elle en est vis-à-vis de sa foi et tout ça. Dans Miss Americana, elle en a parlé quand même une dernière fois. Quand elle disait c'est des valeurs chrétiennes de Tennessee et que moi je suis chrétienne du Tennessee et du coup ce ne sont pas mes valeurs. À ce moment-là, elle se définit encore comme telle. Après, je crois qu'on sait quand même, je sais pas si c'est moi qui l'ai interprété ou si on le sait vraiment, mais qu'elle avait des cours d'éducation religieuse quand elle était enfant. Donc on sait qu'elle a quand même eu beaucoup de trucs sur la religion pendant longtemps. Et des fois, ça peut être même, tu vois, par exemple, sur ce fait de répéter quelque chose 3 fois, c'est peut-être même inconscient, tu vois. C'est peut-être même quelque chose, voilà, qu'elle a dans un coin de son cerveau où elle sait qu'il y a une référence, mais quelque part, elle le fait pas de manière consciente quand elle écrit la chanson, quoi. Oui, et puis on dit aussi que quand on répète, on connaît bien les choses. Donc peut-être qu'à force de le répéter, elle va se dire bon bah c'est bon, je suis d'accord avec ça. Comme si d'une certaine manière, le fait de répéter qu'elle le regrette, elle va finir par le regretter. Tu vois? Alors que peut-être qu'il y a encore une partie d'elle qui n'arrive pas à accepter tout ça, tu vois. Il y a peut-être encore la Taylor de 19 ans qui se dit mais attends, finalement c'était John Mayer, c'était génial. Je sais pas si ça a du sens pour vous. C'est ça. Elle regrette le fait qu'il ait pu jouer avec elle. Elle regrette le fait qu'il l'ait jamais aimé, en fait, tel que elle a pu l'aimer. Je pense qu'il y a un peu ça. Et du coup, ça rejoint un peu cette truc de t'es une crise de ma foi, parce qu'elle avait une croyance en l'amour qui était importante. Et tout d'un coup, elle se dit, en fait, je regrette de t'avoir connu parce que t'as détruit ce côté-là que j'avais sur l'amour. Bon, fort heureusement, on va avoir d'autres chansons d'amour après. Plus légère, plus joyeuse. Mathilde, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu as encore des choses que tu voudrais ajouter sur cette chanson, que tu te dis c'est maintenant ou jamais? It's now or never. Speak now. Il y a un truc, c'est le fait que ce soit une chanson qui soit sortie dans la deuxième partie de Midnight. En fait, c'est pas les trucs qui te tiennent éveillé à minuit, mais c'est les trucs qui te tiennent éveillé encore après minuit. C'est les choses qui sont encore plus profondes et qui te bousculent encore plus. Et ça, je pense que c'est pas anodin qu'elle l'ait mis du coup sur la deuxième partie du CD. C'est vrai. C'est aussi stratégique pour elle du coup d'en faire une piste 19. Oui, ça clairement aussi. Bon, on rebondit ça. Mathilde, est-ce qu'il y a une chanson, justement une chanson d'amour de Taylor, que tu écoutes qui t'apporte beaucoup de joie? Ah bah, Opalite. And my mama told me. Là, quand t'as besoin d'un petit coup de boost, je trouve que quand même ça fait du bien. C'est vrai. Et toi, Norine? En ce moment, tu veux dire? Si tu devais choisir une chanson d'amour de Taylor qui te mettrait un petit coup de boost. King of My Heart. Bah moi aussi, j'ai choisi une chanson de Reputation. Ah, t'as choisi Call It What You Want. Ouais, tu m'énerves, tu me connais trop. C'est vraiment Par la contre, bombe. Honorine, t'as pas encore dit que c'était le meilleur album, donc je pense que c'est maintenant qu'il faut le dire. Sachez que Reputation est le meilleur album de Taylor Swift et le meilleur album du monde. Mathilde, ne le laisse pas. Non, mais j'ai déjà dit à quel point Speak Now était merveilleux et je pense que les gens l'ont entendu au début. Mais Speak Now est merveilleux. Il faut que vous réécoutiez tous Speak Now parce que je pense qu'il y a trop de gens qui l'ont pas assez écouté ou qui lui ont pas accordé sa chance. Et la plupart des gens qui prennent le temps d'écouter Speak Now, en fait, ils se rendent compte que c'est un album qui est absolument phénoménal. Beaucoup de bangers. On en a parlé quand on avait classé les albums. C'est banger sur banger. Il n'y a pas de mauvaise chanson dans cet album.
Ouais, et je vous ai béni à ce moment-là. J'étais genre, ah yes, enfin des gens qui reconnaissent la supériorité de Speak Now. Mathilde, encore un énorme merci d'être venue partager ce moment avec nous. On était ravis. On savait que c'était une chanson qui te tenait à cœur, donc on espère qu'on lui a donné un bel hommage. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, c'était super chouette. Moi, j'ai adoré passer du temps à préparer cette chanson en fait et découper un petit peu tous les trucs. Du coup, je pense que je pourrais m'excuser auprès de tous mes profs du lycée où quand ils nous faisaient analyser des textes, je disais non mais l'auteur il a jamais voulu dire ça parce qu'en fait là j'ai vraiment découpé la chanson phrase après phrase et j'ai trouvé ça génial de faire ça. Ma passion. Et ça m'a donné envie de faire plein de trucs, de travailler sur plein d'autres chansons comme ça. Tu reviens quand tu veux, Mathilde. Ah bah oui. Ok, merci. Demain, après-demain. Non, faut que je passe quand même. Mais en tout cas, merci parce que moi j'ai beaucoup aimé cet échange et ça m'a fait plaisir de vous voir et de passer ce moment avec vous. Merci Partagez. beaucoup à toi. On espère que l'épisode a plu à tous ceux qui l'ont écouté et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de 13. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.